Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro du JPP, le journal du parquet positif. Aujourd'hui, c'est Emmanuel Schmitt, neuropsychologue au CHU de Grenoble, qui vient nous parler des TCI, les troubles du contrôle des impulsions, autrement dit les addictions, chez les patients Parkinson. Je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour, je suis Emmanuel Schmitt, je suis neuropsychologue au CHU de Grenoble dans l'unité des troubles du mouvement. Et aujourd'hui, je vais vous parler des troubles du contrôle des impulsions dans la maladie de Parkinson. Donc, un trouble du contrôle des impulsions, qu'on appelle aussi TCI, c'est une incapacité à résister à une envie, à une pulsion, à un comportement, même si on sait, ou en tout cas on imagine, que ce désir peut avoir des conséquences négatives sur nous-mêmes ou sur les autres. Donc c'est un comportement compulsif. À ces troubles du contrôle des impulsions est souvent associé des comportements impulsifs. Donc on a une compulsion, une impossibilité à résister à notre envie, associée à une impulsivité, c'est-à-dire qu'on va faire, on va mettre en action sans trop penser aux conséquences, sans vraiment réfléchir. Dans la maladie de Parkinson, donc là vous avez la définition. Dans la maladie de Parkinson, ces troubles du contrôle des impulsions, ils sont décrits depuis finalement assez peu de temps, depuis une vingtaine d'années. Dans les années 2003-2004, on a commencé à parler de ces troubles du contrôle des impulsions. Et on les associe à un effet secondaire des traitements anti-parkinsoniens. On les voit plus apparaître avec les agonistes dopaminergiques que sous traitement par l'évodopa simple. Mais ce qu'il faut quand même prendre en compte, c'est la dose globale de traitement. On pense, selon les études, le chiffre varie un petit peu, mais ces TCI représentent chez les patients parkinsoniens traités entre 10 et 20% de cette population. C'est pas mal, mais en même temps c'est peu, et on pense que ce chiffre, il est quand même sous-évalué pour différentes raisons. Soit on n'a pas d'outils encore assez fins pour aller chercher ce type de changement de comportement chez nos patients. Soit il y a aussi certains comportements compulsifs qui sont source de culpabilité, qui sont source de honte, et les gens ne vont pas forcément aller en parler d'emblée à leur neurologue. Soit également, parfois, le neurologue n'est pas identifié comme étant la personne à qui en parler. On ne sait pas trop à qui parler de ce qui nous arrive. Ça, c'est aussi une des hypothèses pour lesquelles on a du mal à mesurer exactement le nombre de personnes qui sont atteintes par ces effets secondaires. Mais il y a aussi le fait qu'on a dit un TCI, c'est quelque part, on a le sentiment qu'on perd le contrôle de son désir, de ses comportements. Et les patients, autant ils sont très performants pour nous dire si le comportement a changé, autant pour mesurer la capacité qu'on a à contrôler notre comportement, on n'est tous pas très très bons. Et là, c'est souvent le proche qui va dire, ben là, ça déborde, là, on sent que c'est trop. Mais les patients ont moins cette finesse-là ou ont moins cette capacité à mettre le doigt sur quelque chose qui serait pathologique. Donc, c'est peut-être aussi pour ça qu'on sous-estime un petit peu ce chiffre. En tout cas, dans ces 10 à 20% de cette population, on a pu identifier des facteurs de risque, donc des facteurs qui vont potentiellement augmenter le risque d'avoir ce type d'effet secondaire sous traitement. Alors déjà, avoir une personnalité de base impulsive, compulsive, en recherche de sensations, des gens qui adorent les sports extrêmes, conduire vite en voiture, ça va déjà être un petit facteur de risque. On a aussi comme facteur de risque le début de la maladie, c'est-à-dire qu'une maladie qui s'est déclarée chez des sujets jeunes, ces gens-là vont être plus à risque d'avoir ce type d'effet secondaire des traitements, tout comme les hommes célibataires, et avoir des antécédents personnels ou familiales d'addiction comportementale ou d'addiction à des substances. Un peu plus récemment, il a été décrit que peut-être le syndrome des jambes sans repos pourrait également faire partie de cette liste des facteurs de risque.
J'insiste sur le fait facteur de risque parce que ça ne veut pas dire que si vous remplissez ces critères, vous ayez 100% de chances de déclarer un effet secondaire comportemental de vos traitements. Et ça ne veut pas dire non plus que si vous ne remplissez pas les critères de cette liste, vous n'aurez pas de troubles du comportement. Donc, c'est vraiment juste des petits drapeaux rouges qui doivent un peu informer les professionnels de faire attention, de bien informer ce type de patients-là qui sont un petit peu plus à risque que les autres d'avoir ces effets secondaires. Alors, comment ça se passe? Quels sont les mécanismes en jeu dans ces troubles du contrôle des impulsions? Alors, quand vous prenez un médicament pour votre maladie de Parkinson, il va agir à différents endroits du cerveau, sur différents circuits qui ont besoin de dopamine. Déjà sur le circuit de la motricité qu'on voit ici sur le schéma. Évidemment, on a envie d'améliorer les symptômes moteurs avec le traitement. Mais ils vont également, et notamment les agonistes un peu plus que les autres, ils vont aller stimuler un autre circuit qui s'appelle le circuit limbique. On l'appelle aussi le circuit du plaisir ou le circuit de la récompense. C'est le siège de la motivation et aussi c'est un circuit qui est en jeu dans les addictions. Lorsque ce circuit manque de dopamine, chez certains patients, ce circuit manque de dopamine et donc ça se manifeste par des symptômes comportementaux de la maladie de Parkinson, qui sont plutôt de la dépression, de l'anxiété et surtout un manque d'envie, un manque de motivation et de plaisir. Lorsque le traitement est efficace sur ce circuit, on va remonter notre motivation, on va probablement réguler nos émotions négatives, notre anxiété. Donc, c'est plutôt positif. Mais si ce circuit est un petit peu surstimulé, et bien à ce moment-là, on va être dans de la recherche de sensations, un peu dans de l'hypermotivation pour des comportements sources de plaisir ou pour des choses sources de plaisir. Donc, c'est vraiment comme un continuum et on est plus ou moins bien centré ou un petit peu trop ou un petit peu moins en fonction de la dopamine, de ce qu'on apporte sur ce circuit. Et donc, les TCI, c'est ici qu'ils viennent s'inscrire. C'est-à-dire quand ce circuit est un petit peu trop stimulé, ben on va être, pour certaines personnes, dans de la recherche de plaisir, de la recherche de sensations et un peu une hyperactivité. Alors, ces troubles du contrôle des impulsions, dans la maladie de Parkinson, déjà, on peut les appeler de différentes manières. Hein. On les appelle TCI, mais on les appelle aussi comportement hyperdopaminergique ou addiction comportementale. Tout ça, c'est la même chose. Comme on vient de le dire, ces troubles, enfin, ces comportements, ces changements de comportement peuvent être déjà au stade du changement lorsqu'on le prend un traitement. Et ce changement peut être positif et souhaité. On est plus actif, on est de nouveau dans l'intérêt pour des choses et dans de l'hédonisme. Ce changement peut aussi devenir une complication, ce qu'on appelle nous une complication, c'est-à-dire c'est un petit peu un drapeau de vigilance, c'est-à-dire qu'il y a une activité en particulier qui devient un peu passionnelle. Vous la faites quand même pendant beaucoup de temps dans la journée, vous en parlez beaucoup. Bon, ça déjà, ça doit un petit peu, si ça s'écarte un peu de vos habitudes de vie, ça doit un petit peu alerter et se dire, bon, peut-être que là, au niveau du traitement, il se passe quelque chose. Et puis le dernier niveau, c'est le TCI, vraiment, c'est le trouble du contrôle des impulsions, c'est-à-dire qu'on a une activité qui devient quand même assez exclusive, c'est-à-dire que ça vous y passez une grosse partie du journée, voire de la nuit, et vous n'avez pas tellement de contrôle là-dessus, c'est-à-dire que si vous voulez arrêter ou si on vous propose autre chose, eh ben, vous n'êtes pas disponible, vous avez du mal à ne pas faire cette activité-là. Alors, je reste un peu floue sur le terme activité, parce que finalement, quand on a compris que ces TCI, c'était le circuit du plaisir qui était en jeu, ben on imagine bien que n'importe quel comportement qui est source de plaisir peut devenir un TCI. Donc, on connaît beaucoup dans la maladie de Parkinson, ça a été pas mal décrit, on connaît le jeu pathologique. Hein, qui constitue à peu près 5 à 8% des patients qui ont des TCI. On connaît aussi les achats compulsifs. Pareil, c'est autour de 5-7%. Et l'hypersexualité, donc l'augmentation du désir, du comportement sexuel qui va changer, ce qui peut être d'ailleurs au début positif, mais qui peut aussi avoir des conséquences négatives sur le couple et sur la personne elle-même.
Ces trois comportements-là, ces trois troubles du comportement sont assez bien décrits. Mais finalement, si on s'arrête à ces trois comportements, on en loupe beaucoup. Parce que le bricolage est une source de plaisir et peut devenir envahissant, jour, nuit, toute la journée. Quelqu'un qui aime la cuisine ou faire des gâteaux peut en faire jour et nuit et ça devient finalement pas très positif au bout d'un moment. Quelqu'un de créatif peut avoir une créativité compulsive aussi, un peu trop envahissante. Bref, tous les comportements, même la nourriture, le sucré, avoir envie de grignoter, de manger des gâteaux, bah, au bout d'un moment, ça va se sentir quand même que vous mangez beaucoup de gâteaux. Donc, il y a pas mal de comportements auxquels il faut penser et finalement, ça va dépendre de chacun. Ce qui nous fait plaisir peut se transformer en TCI. Le TCI, trouble du contrôle des impulsions, je le rappelle, ça va être un comportement qui prend trop de place au détriment d'autres comportements, au détriment de la famille, au détriment de la vie sociale, de la vie professionnelle. Donc c'est vraiment quelque chose qui va devenir trop exclusif. Alors comment ça se passe quand on présente un TCI, un trouble du contrôle des impulsions? Ben déjà, il faut essayer d'identifier la bonne personne à qui en parler. Et donc c'est le but de cette vidéo. Si vous avez bien compris que c'était un effet secondaire du traitement anti-parkinsonien, à ce moment-là, ben, c'est à votre neurologue qu'il faut en parler. Et votre neurologue pourra vous proposer une modification de traitement, le baisser, mais aussi potentiellement changer de molécule ou aller vers des traitements continus, des traitements à diffusion continue, comme la stimulation cérébrale profonde et les traitements par pompe, qui permettent à la fois de stabiliser l'état, mais aussi de réduire potentiellement les traitements par voie orale. L'éducation thérapeutique a toute sa place ici et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire informer. Informer les patients, informer leurs accompagnants aussi de ce type de comportement, de leur aspect réversible aussi. Et à ce moment-là, les personnes pourront alerter bien plus tôt avant que les conséquences de ces comportements n'arrivent et surtout identifier le bon interlocuteur. Quand vous êtes dans un trouble du contrôle des impulsions, un suivi psychologique peut être proposé également. À la fois le temps que ce trouble se résolve pour pouvoir passer un petit peu le cap, travailler sur la culpabilité que pourrait nourrir ce comportement. Et puis, il y a également certaines thérapies comme la TCC, thérapie cognitive et comportementale, qui ont comment dire, des méthodes centrées, spécifiques, on va dire, pour les troubles du contrôle des impulsions, ou en tout cas certains troubles du contrôle des impulsions. Donc ça peut être intéressant aussi conjointement à une prise en charge au niveau des médicaments. Il existe pour repérer ces troubles du contrôle des impulsions un questionnaire alors il en existe plusieurs, plus ou moins compliqués. Celui-ci est proposé par l'Association France Parkinson. Il est en ligne, il est assez simple et exhaustif. Et ce qui est intéressant, c'est de faire le remplir par le patient, mais également par le proche qui, comme je l'ai déjà dit, peut être un peu plus conscient du caractère pathologique du comportement. Pour résumer mon propos, je vous rappelle que le trouble du contrôle des impulsions ne concerne pas que le jeu, le sexe et les achats, mais tout comportement qui pourrait être source de plaisir, qu'il est sous-estimé. Il concerne 10 à 20% des patients traités, peut-être un petit peu plus. Il faut l'évaluer tout le temps et chez tout le monde, c'est-à-dire que dès le début de la mise en place du traitement, peut-être que certains patients étant très sensibles, vont avoir des changements de comportement. Peut-être des personnes âgées, peut-être des personnes avec des petits dosages, etc., etc. Pas uniquement les gens qui remplissent les critères des facteurs de risque. C'est là-dessus que je veux insister. Il faut vraiment laisser personne de côté quand on va rechercher ces troubles du contrôle des impulsions. Je répète que informer les gens permet de les déculpabiliser et de faire que les comportements en général deviennent des choses qu'on va parler de manière usuelle,
et de manière courante dans une consultation neurologique, que ça devienne vraiment un sujet banal. J'espère que mon propos a été clair pour vous, qu'il ne vous a pas non plus trop affolé, parce que le but n'est pas de diaboliser les médicaments, puisque ces médicaments sont utiles à votre bien-être, ils sont utiles pour que vous puissiez faire des choses et mettre en action des comportements. L'idée, c'est quand même de vous prévenir que certains, en fonction de la sensibilité individuelle, peuvent déclarer des effets secondaires sur leur comportement. Et il faut être un petit peu vigilant parce que quand on prévient à temps, eh bien, finalement, ça se passe très bien. Je vous remercie de votre écoute et puis j'espère peut-être vous retrouver sur un autre topo à un autre moment. Je remercie également le Journal du Parti Positif de traiter de ces thèmes-là et de proposer un discours sur un large public. Merci à tous. J'espère que ça vous a plu, j'espère qu'on apprend toujours un petit peu plus de choses sur la maladie de Parkinson. Je remercie Emmanuel Schmitt pour la vidéo, elle est vraiment très très bien. Et je remercie comme d'habitude Isabelle pour m'aider à avoir des contacts pour mes vidéos. Merci beaucoup, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro du JPP. Ciao.